Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les participants de cette nouvelle revue des fonctionnalités. Donc cette revue des fonctionnalités aujourd'hui va parler de fonctionnalités ajoutées à la prochaine version majeure de Marche Courrier. Son nom c'est la 20.10 qui sortira toute fin octobre avec un certain nombre de fonctionnalités. Elle est assez riche aussi. Donc aujourd'hui je vais vous proposer d'en voir un certain nombre qui sont finalisés. L'ensemble des micros sera coupé, sauf mon intervenant qui aujourd'hui, côté équipe de développement, est Alex Orluc. Je rétablirai les sons pour un échange à l'issue de la démonstration. Premier point traditionnel dans la revue de sprint, les versions de marche courrier, le tableau de maintenance. Le tableau de maintenance est consultable et mis à jour sur la forge. La forge marche courrier. Tous ces éléments sont visibles. C'est donc, je ne vais pas le détailler ici, mais c'est pour un tableau en deux parties. Le parti, c'est les supports des différentes versions de marche courrier, les versions en fin de vie, les versions en support actif et les prochaines versions, avec deux niveaux de support, le support restreint et le support pour tout ce qui est problème de sécurité, avec un calendrier des échéances. Et enfin aussi, quelque chose qui est très intéressant, c'est les dates prévisionnelles de sortie des versions mineures. Alors, date ou période, quand la date est connue, elle est fixée, c'est-à-dire le 2, par exemple le 2 octobre ici, pour une 19.4. Quand elle n'est pas connue, elle est juste taguée, puisqu'elle peut être sortie soit anticipée, soit en attendant quelques correctifs qui viendraient en dernière minute. Donc, c'est un calendrier prévisionnel de sortie, de mise à jour mineure régulière des différentes versions de marche courrier en fonction du tableau de maintenance contractuel. Aujourd'hui au programme, un certain nombre de fonctionnalités qui vont principalement être dans le périmètre des administrateurs. Bien sûr, il y a un impact sur l'utilisateur, puisqu'on va effectuer certains réglages qui auront un impact sur les utilisateurs, mais aujourd'hui, toutes les manipulations qu'on va faire, vous proposer, le seront faits en tant qu'administrateur fonctionnel dans son périmètre. Alex, bonjour. Bonjour à tous. D'accord. Alors, Euh, du coup, avec première étape, on va du coup voir le mécanisme de sélection de masse dans une arborescence d'entités. Tout à fait. Donc, je t'invite à te connecter avec Béblier. Alors, donc j'utilise. Voilà, Béblier ayant un rôle ici d'administrateur. Voilà. Donc, on va aller par exemple sur l'administration des modèles de doc. Voilà. Donc là, si par exemple tu crées un nouveau modèle de document, donc J'ajoute un nouveau documentaire. Donc en fait la nouveauté c'est effectivement sur la partie droite, on a un peu revu du coup l'arborescence pour pouvoir la sélectionner les entités. Parce que l'ancienne n'était pas, enfin disons qu'elle n'était pas spécialement pratique parce qu'elle sélectionnait par défaut enfin ça propageait aux sous-entités. Il n'y avait pas vraiment d'indication pour dire comment ne pas les propager et comment sélectionner correctement les entités. Ouais. Donc là actuellement, donc on a fait en sorte de quand même de mettre un seul raccourci Shift Mhm. pour pouvoir si le besoin est de propager du coup la sélection aux sous-entités. Très bien. Donc, par exemple, là, pour sélectionner, je vais m'intéresser à la ville de Marche-les-Bains, qui est une entité de haut niveau, enfin des entités racines. Donc, si j'effectue un simple clic, ça va me sélectionner l'entité comportement comme j'avais avant. Si je sélectionne une autre entité, ça va me sélectionner cette entité sans propagation. Pour propager, j'appuierai sur la touche majuscule provisoire, Shift en anglais, qui va me propager à l'ensemble des entités rattachées. C'est bien ça? C'est ça.
D'accord. Et Même du coup, mécanisme pour la... la Oui. désélection est du coup la même mécanique. D'accord. Si tu laisses Shift, ça va désélectionner et propager aux sous-entités. Donc ça fonctionne dès qu'il y a sélection ou sélection d'entités, hein, c'est ça? Voilà. Oui, c'est Sur ça. d'autres écrans, hein. Il y a des D'accord. multisélections dans un arborescence, on l'a branché normalement. Très bien. Là, on va aller sur l'administration des modèles d'enregistrement. Parfait. Donc là, je vais volontairement prendre le modèle par Prendre pour défaut y hein, pour la arriver, par démo, hein. contre. Voilà. Voilà. Je vais volontairement, même si c'est pas. Donc là, la nouveauté, c'est que pour un champ donné que vous avez mis dans votre formulaire, vous pouvez du coup désactiver, enfin figer une donnée. Par exemple, vous pouvez mettre une valeur par défaut dans le champ. Et ensuite dire, bah, ce champ-là, je veux tout le temps que ça soit cette valeur, donc je peux désactiver ce champ-là. Voilà. Alors, désactiver, ça veut dire qu'effectivement, la valeur par défaut que j'ai indiquée, elle ne sera pas modifiable par l'utilisateur. Voilà, elle Elle ne sera sera pas juste en modifiable dans lecture le seule. modèle. Voilà. Donc j'arrive ici, comme c'était le modèle par défaut, c'est pour des besoins de raccourci de la démonstration, hein. Je l'ai renommé facturer à voir hein, par défaut pour la saisie. Et effectivement, j'ai une typologie figée et donc les champs, bon là je ne l'ai pas paramétré, hein, j'aurais besoin de différents champs de métadonnées associés à cette typologie que là j'ai pas mis pour les besoins de la démo, mais j'ai associé donc et j'ai renommé pour la lisibilité le modèle de saisie correspondant. D'accord. Donc là, hop, je switch, je reviens sur mon modèle. La donnée est figée en typologie. Et c'est valable pour tous les champs, hein. On parle de type de Et courrier là parce oui, qu'on s'intéressait au type de courrier évidemment. oui, bien sûr, Mais cette option est valable effectivement pour les champs que la personne ajoute dans le formulaire. voilà, y compris les champs personnalisés, donc custom, Oui, hein, voilà. oui. Je peux figer une donnée custom et l'associer à un modèle. Parce qu'on va aller dans les modèles de documents. Donc là, je les paramétrer pour les amis Alors, simples, ouais, type simple, courrier manuel. Voilà. celui-ci. Donc là, c'est un modèle d'envoi de courriel, hein. Donc je vais le sélectionner. Ici, on voit un nouveau champ qui est apparu, une nouvelle zone de saisie qui s'appelle l'objet du courrier, sachant dans lequel Alex a préparamétré des champs de fusion entre crochets avec des séparateurs, ici un tiret, là un espace, qui seront fusionnés au moment de l'utilisation de ce modèle par l'utilisateur. Alex, si c'est vide ici, quel est le comportement? Alors, si c'est vide, le comportement, bah, c'est que l'objet ne sera pas touché en fait. Si une personne a mis un objet, il ne sera pas remplacé lorsqu'on va utiliser ce modèle. Il n'y aura que Tout à le fait. corps du coup du mail qui sera. Voilà. Il me semble qu'on a un objet par défaut quand même. On a gardé cette mécanique sur Oui, l'objet par par défaut, défaut. lorsqu'on effectivement on envoie un mail, il y a un objet qui est rentré par défaut. Si on met pas de, si on n'utilise pas de modèle. Voilà, c'est chrono et objet, hein, voilà. Oui. Si on va dans les éléments envoyés, on fait ajouter un élément. Voilà. Ici, on voit le modèle par défaut, l'objet pardon par défaut, hein, Voilà puisqu'on l'objet n'est par pas défaut modifié. lorsqu'on ouvre effectivement un envoi de mail. Et donc là, après, si on sélectionne du coup son modèle R type simple, voilà. Voilà. Donc là, Donc là, on a du coup le sujet qui a été remplacé par celui du modèle. Donc on va aller dans l'administration des paramètres. Donc là, l'administration a un peu changé. Donc dans cette administration, dorénavant, il y a deux onglets. Du coup, il y a les paramètres techniques comme avant, et du coup un nouvel onglet personnalisation où on a regroupé des éléments du coup que l'on pourra personnaliser, qu'on verra par la suite. Donc là, on va aller cliquer sur personnalisation. Et donc tout en bas, on a donc le module de circulation que l'on pourra donc paramétrer pour la fiche de liaison. Donc c'est du TinyMCE, donc une édition graphique. Donc là, pour l'instant, il y a un tableau qui a été mis, mais on peut très bien mettre ce que l'on veut. d'accord. Donc l'objet de ce module de circulation, en fait, c'est laissé à l'appréciation des administrateurs fonctionnels pour ajouter à la fiche de liaison un tableau qui serait imprimé sous la fiche de liaison qui permettrait, lors d'une circulation papier,
d'avoir des informations manuscrites, mais qui suivent le circuit papier. Voilà. Oui, et puis de l'avoir un peu plus formaté, parce qu'on sait qu'on avait des notes libres, des blocs notes libres, mais là, ça permet effectivement un peu de formater la zone manuscrite. Voilà, on a des TinyMCE, donc on a des tableaux, des cellules, on a des couleurs, on a enfin tout un tas de un éditeur, quoi, des tailles de police. Donc Oui, on peut à loisir adapter, modifier voilà. et vraiment voir ce qu'on veut. On va voir le résultat. Donc ici, je le sélectionne et je demande la La fiche fiche de de liaison. liaison ici, voilà. Donc là, la nouveauté, c'est qu'effectivement, on a le module de circulation tout en bas qui est un plus. Donc on peut à loisir l'utiliser ou pas, hein. On peut le désactiver si on veut. Le déplacer. Ben, c'est la même mécanique, la fiche de liaison. Oui, c'est la même mécanique. Voilà. Même mécanique que tous les autres parties. Je peux le désactiver, simplement. Oui. Voilà, ici, même mécanique. Tac. Et ensuite, tu peux générer du coup la fiche de liaison et du coup là, tu auras le. Ici, voit le tableau tel qu'il était défini dans les paramètres de l'administration, qui va, pour chaque instance, pouvoir être différent, évidemment, et qui va s'intégrer à la fiche de liaison lorsque je vais l'imprimer, qui permettra, en fonction des usages, une traçabilité ou un circuit papier du courrier ou d'une circulation éventuelle de courrier. Du coup, là, la nouveauté, c'est qu'on peut du coup paramétrer sans toucher au fichier du coup les messages d'écran de connexion et d'écran d'accueil. Donc on va avoir Donc là, on peut mettre du HTML et tout ça, il n'y a pas de souci, voilà, avec la mise en forme. Choisir le fond d'écran et le logo du coup. Donc d'accord, c'est un peu plus, c'est quand même plus simple de le faire en graphique, effectivement. voilà. Les logos de type SVG, on va pouvoir le changer ici dans l'application, tel qu'il apparaît en haut à gauche. Voilà. L'écran d'accueil, les messages à l'écran d'accueil et les messages sur l'écran d'accueil, pardon, et les messages sur l'écran de connexion, hein, avec le nom de l'application tel qu'on le voit. Donc là, je vais juste changer Voilà, avec les fonds d'écran celui-là. de base, mais on Voilà. peut bien sûr en mettre un depuis son PC si on a envie de téléverser un autre. Voilà, l'importation, c'est ici, c'est le petit plus qui va Voilà, c'est permettre ça. de mettre un logo, mettre enfin, un fond d'écran totalement personnalisé à l'environnement. Voilà, ici, donc j'ai changé mon fond d'écran, je vais me reconnecter et j'ai mon message de bienvenue sur la revue. Alors, en administrateur, donc sur les entités, donc on nous a demandé effectivement un développement pour pouvoir donc exporter toutes les informations du coup, liées aux entités de l'application. Donc là, on peut voir que sur la partie gauche, on a un bouton exporter. Donc là, on va tout exporter. Enfin, en tout cas, on va exporter le périmètre accessible de l'utilisateur. Donc là, on peut voir tout Ville de Marche-les-Bains sera donc exporté en CSV. Oui, tu fais bien de le rappeler, c'est lié au périmètre de l'administrateur fonctionnel. Oui. Voilà. Ici, tu as un administrateur de l'ensemble de l'environnement. Donc j'exporte simplement. Voilà, donc là, on peut choisir le délimiteur point virgule et du coup, tu peux exporter. Alors, on est en UTF-8 ici, je le précise. Voilà. Et je le charge. Et donc là, du coup, effectivement, on a vraiment toutes les informations relatives aux entités, donc son label, son email, son adresse, enfin vraiment toutes les informations avec même les modèles associés aux entités. Enfin vraiment, on a toutes les personnes aussi, la liste de diffusion.
Donc c'est vraiment pour exporter l'ensemble des éléments liés aux entités. Voilà. Donc là, tu peux par exemple exporter les utilisateurs. Donc toujours le CSV et le délimiteur. J'exporte là, simplement. Voilà. D'accord. Parti. Voilà. Donc là, du coup, tu as tous les utilisateurs de ton périmètre que tu as pu exporter. Donc là, ce que tu peux faire, par exemple, c'est tu peux du coup modifier un utilisateur, changer son nom, son prénom, son mail, même son téléphone. Et du coup, après, l'avantage aussi, par exemple, à ce niveau-là, c'est que tu peux du coup rajouter des nouvelles personnes sans identifiant, en ne remplissant pas d'identifiant, afin de pouvoir après, lors de l'importation, modifier du coup les utilisateurs existants et d'ajouter du coup des nouvelles personnes depuis ce fichier-là, par exemple. D'accord. Donc là, j'ai changé le prénom de Bernard Blier, par exemple, ici, hein, peu importe. Le mail. Et là, je vais rajouter un utilisateur. D'accord. Son user ID, on va le laisser. Je vais modifier. On va l'appeler Dupont. Ici, j'ai. Voilà, je mets un mail. Ok. Donc là, on voit que j'ai rajouté une ligne, hein, simplement. Et j'ai modifié une donnée ici de Blier. On D'accord. a donc du coup la partie donc importation des utilisateurs où tu pourras du coup choisir ton fichier pour pouvoir le charger. Donc on choisit bien le bon délimiteur et ensuite on charge le fichier CSV. Donc ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me propose des colonnes. Décris un petit peu ce que je vois à l'écran, Alors du coup. ici donc il va du coup charger du coup les données qu'il a pu trouver avec le CSV. Donc on a sur la partie gauche donc l'identifiant de la colonne de la base de données marche et sur la partie droite donc la colonne auquel est mappé pour l'identifiant par exemple. Mhm. Donc là on peut voir que du coup l'ID a bien été mappé avec l'ID du coup trouvé dans l'entête CSV. User ID pareil. Donc à chaque fois qu'il peut trouver donc le même identifiant dans l'entête CSV, il va pouvoir le mapper. Ouais. Sinon, il faudrait Après, que je lui indique moi-même sur quelles données il doit mapper. C'est ça, hein, oui, voilà, ça. S'il dans ce trouve qu'on a pas ici. après, du coup, ça sera à toi du coup de choisir du coup quel identifiant du CSV tu veux mapper avec la bonne colonne. Voilà, ce qui signifie que je peux avoir des colonnes qui ne sont pas forcément dans l'ordre d'exportation, mais Oui, voilà, je c'est serai ça. obligé d'indiquer pour telle colonne, voilà la donnée cible. Voilà, et il y a aussi effectivement, il peut aussi ne pas avoir d'entête CSV, hein, c'est pour ça qu'on a une option en Ouais. haut. C'est de pouvoir effectivement du coup après choisir vraiment les colonnes qui sont bien à mapper sur la bonne base, Voilà. quoi, les En bonnes tête colonnes de CSV, la base. c'est un petit bouton qui est là-haut, hein. Voilà. Là, je lui indique que la première colonne, en fait, la première ligne, pardon, ce sont les noms de colonnes, hein. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre, Donc, ton fichier, que j'ai 25 entrées, c'est ça? 25 alors, entrées dans le fichier. oui, donc là, on voit que du coup, il va te dire il a trouvé 25 utilisateurs dans ce fichier-là. Mhm, Il a trouvé qu'il y a un ajout, donc ça veut dire il n'a pas trouvé d'identifiant de valeur pour une ligne. mhm. Donc là, on peut voir qu'effectivement, c'est la colonne ID qui est utilisée pour identifier un utilisateur. Donc s'il n'y a pas de valeur dans cette colonne-là, pour lui, ça veut dire que du coup, ça va être un ajout dans la Ouais. base de données. Création. Ouais. Et donc, je peux parcourir l'ensemble des pages. Oui. Alors après, à savoir que si par exemple une valeur est vide, par exemple le téléphone est vide, mais Mhm. que pour un utilisateur dans la base par exemple c'était pas vide à la base, il va pas le prendre en compte. Il va pas écraser la donnée, il va pas vider la donnée quoi. Si la valeur est vide dans le fichier CSV mais qui n'est pas vide dans la base, il va juste ne pas la toucher. D'accord.
soit il met à jour, mais en Soit il cas met à jour. d'absence de données, il n'écrase pas la donnée Non, présente. voilà. Donc là, bah, après contrôle, tu peux faire valider pour importer. Voilà, donc on va trouver billet là. Donc là, ouais, on voit que prénom Victor. Billet Victor, bah, il a changé son prénom. Hein. On va voir Jean. Et du Donc, Jean coup, Dupont, c'est un nouvel voilà. utilisateur, lui. Donc il a eu un ID qui lui a été attribué lors de la création. D'accord. Alors après, il faut le paramétrer ses Oui, groupes après, et ses il faut le entités, bien définir. sûr. Voilà. Donc pour les contacts, c'est à peu près la même mécanique. Donc on a un bouton d'export et un bouton d'import. Donc l'export, c'est comme avant. Donc l'export existait déjà avant. Donc le CSV délimiteur. Ici, j'ai Voilà, rajouté avec les toutes mes colonnes. colonnes, hein, Ouais, voilà, par volontairement, exemple. identifiant donc les données qui caractérisent une fiche contact avec éventuellement les données personnalisées. Je l'exporte. Hein. Ouais. Alors, ici, on va être en unité fuite. Qui est où? Plus en bas, Là. plus en bas. Voilà. Je charge. Donc, j'ai mon fichier dans lequel on va avoir le même comportement, c'est ça? Celui de Oui, la il y a politique pour exactement les le même utilisateurs? comportement. Après, juste petite subtilité, c'est que là, effectivement, il peut potentiellement avoir donc des données obligatoires. Donc, de toute façon, si effectivement une donnée est manquante, l'importation ne se fera pas. Mhm. Donc là, oui, toujours la même chose. Donc, il va se servir de l'identifiant pour pouvoir modifier le contact en lui-même. D'accord, donc là, je rajoute une adresse manquante, un email manquant. Voilà. Je peux supprimer Et des lignes, hein, parce qu'elles ne sont pas touchées, du coup. Hein. Je fais oui, attention. après, on peut supprimer. Après, elles seront juste pas effectivement touchées lors de l'importation. Et Et puis, tu on peux va, ajouter des contacts si tu ne rentres pas d'identifiant pour la ligne. on va ajouter Madame Durand. Voilà, simplement. J'ai pas d'autres données. Le nouveau mécanisme des contacts, hein, c'est soit nom, soit organisation. Après, il y a les mécanismes de complétude qui viennent dire si c'est une fiche suffisamment qualifiée ou pas. Mais aujourd'hui, cette donnée suffirait, la donnée nom, à créer le contact. Hein, Oui, par dans un défaut, premier c'est temps. ça. Voilà. Donc là, j'ai pas de prénom, j'ai juste une civilité et je la rends. Voilà. Après, à savoir aussi que s'il y a des champs custom, etc., seront aussi pris en compte dans le CSV si ça a été exporté. Tout à fait. Tiens, je vais rentrer une organisation aussi dans lequel, voilà. La même chose, donc importer des contacts. Donc le délimiteur, moi je touche pas là Point pour virgule, l'instant. ouais. Je peux faire glisser un fichier, j'ai exposé. Je vais prendre mes contacts modifiés. Et donc, le même principe que l'utilisateur, donc il va essayer de mapper les bonnes colonnes avec les entêtes de CSV. Mhm. Et ensuite, bah, si tout est bon, après contrôle, tu peux cliquer sur valider. Donc là, on peut voir, donc, effectivement, il y a 14 utilisateurs, contacts trouvés, 2 ajouts et 12 modifications. Donc parcours aussi, hein, comme l'interface précédente, hein, ici Madame Durand et puis Xeliance, les deux contacts que j'ai rajoutés simplement dans mon fichier, les contacts modifiés. Donc là, j'importe. Voilà. On a encore beaucoup de fonctionnalités qui vont rejoindre la version 20.10, hein, puisque aujourd'hui, l'emploi du temps de l'équipe pour le développement de ces fonctionnalités est vraiment plein jusqu'à la sortie, hein, jusqu'à la dernière minute aujourd'hui.
une feuille de route riche, la nouvelle recherche à facettes de l'application, d'autres améliorations tant ergonomiques que fonctionnelles. Enfin, une version qui sera riche et dans la continuité de ce qui a été engagé pour la 20.03. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Je renverrai des invitations pour la prochaine revue publique des fonctionnalités de la version 20.10 de Marche Courrier. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Merci et bonne journée à vous aussi. Bonne journée.